Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là en ce beau lundi ensoleillé. Mon nom est Hugo Mimi, je suis conseiller en participation publique et il me fera plaisir de jouer le rôle d'animateur pour cette rencontre. Avant de débuter, je laisserai tout de suite la parole à M. Craig Sauvé, conseiller de la ville au district de Saint-Henri-Est, de Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et Griffintown pour un petit mot d'introduction. M. Sauvé. Bonjour, M. Mémé, merci beaucoup. Merci tout le monde d'être là ce soir avec nous dans une soirée excitante. On parle bien sûr d'un secteur qu'on parle depuis longtemps dans le quartier Pointe-Saint-Charles. C'est le sujet de beaucoup de débats publics, de l'action, de mobilisation citoyenne, de l'action du côté de l'arrondissement, la ville-centre, du côté axio-gardien. Un secteur de la ville, on a beaucoup d'espoir. Puis là, depuis quelques mois, depuis la dernière étape de la consultation, on a travaillé, puis on a des choses à vous démontrer. Donc, bien sûr, j'aimerais saluer la présence avec nous ce soir de Mme Tan Shanley, notre élue conseillère d'arrondissement dans le secteur de Pointe-Saint-Charles. Michel le maire, Benoît Doré, va se joindre à nous bien sûr, dans pas longtemps. Il est à un autre événement avec Provert, mais il va se joindre à nous au cours de l'événement. On a quelques directeurs également de l'arrondissement qui sont ici avec nous. Donc, M. Christian Bissonnette, directeur des travaux publics, Mme Stéphane Cardinal, directrice de session Culture, Sport, Loisirs et Développement social, ainsi que M. Marc-André Hernandez, directeur d'aménagement urbain et patrimoine, et Mme Julie Nadon, qui est chef de division d'urbanisme, quelqu'un qui connaît très bien le secteur. Donc, bien sûr, on a beaucoup de rêves, beaucoup de volonté pour ce secteur depuis un certain bout. Ce soir, ce qu'on va vous démontrer, c'est les premiers concepts préliminaires de l'aménagement, comme j'ai dit, suite à la consultation qui a lieu en août dernier pour le secteur. Donc, l'équipe de FAE a travaillé très fort en suivant les directives, les consignes de la population pour ce secteur-là. Donc, on va voir des espaces parcs. On va voir un espace piéton, des espaces collectifs qui, on sait, sont extrêmement importants. On l'a vécu tous ensemble depuis le début de la pandémie, jusqu'à quel point les espaces collectifs sont importants pour la population. Il faut avoir un espace de rencontre à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de l'appartement, des espaces verts. Donc ici, on a des choses intéressantes. Donc, j'ai vraiment hâte que vous voyez ce qu'on a à vous présenter ce soir. Et bien sûr, on va être là pour prendre vos commentaires encore. Et donc, je vais vous inviter notre équipe de lancer directement dans cette présentation là, parce qu'il y a beaucoup, en fait, à vous présenter parce qu'on a beaucoup d'espaces publics qui sont à découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre implication dans le quartier. Merci pour votre implication dans ce dossier. Je pense que c'est un moment excitant pour la pointe de cet dévoilement ce soir. Donc, merci beaucoup et bonne consultation. Merci beaucoup, M. Sauvé. Donc, en plus de M. Sauvé et des personnes qui ont déjà été nommées, il y a d'autres personnes qui sont ici ce soir et à l'écoute, donc d'autres employés et gestionnaires de la ville, donc notamment M. Glorieux, directeur des services administratifs, Justine Desbiens, architecte paysagère, Jean-Baptiste Dupré, conseiller en planification, Marc Lavoie, chef de division voirie et parc en arrondissement, et Annick Paradis, chargée de communication. Donc, je ne crois pas en avoir oublié. Alors, le format de la rencontre de ce soir va être environ 30 minutes de présentation et 1h15 de période de questions, ce qui devrait nous amener environ vers 8h30. Donc, on va avoir le temps de prendre beaucoup de questions en direct. Si vous voulez ouvrir votre caméra tantôt, poser votre question. Je vais tenter de faire ça en alternance entre le direct et les questions dans le clavardage. Donc, je vous précise tout de suite que la réunion d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Elle est enregistrée pour deux raisons. Bien, pour fin de faire un rapport, des faits saillants, mais aussi que la réunion, l'enregistrement va être rendu public sur le site web de la ville, de ce dossier. Donc, je demandais à Annick peut-être aussi de repartager le lien là, du site web de la ville dans le clavardage.
Donc, just a quick word in English. Tonight's meeting will be held in French. However, feel free to ask your questions either in French or English, and I will make my best to translate either your questions or the answers. So feel free, it's up to you. Feel free to speak in English. Donc, quelques petites consignes pour la rencontre de ce soir, donc surtout pour la période de questions, et je vais y revenir après la présentation, là. Mais dans la période de questions, donc pour assurer le plus de place possible pour les gens pour poser des questions, je vous demanderai d'aller directement au but. Donc, de ne pas faire de longs préambules, de longs commentaires, vraiment d'adresser vos questions. On va tenter de les adresser aux bonnes personnes. Évidemment, tout ça dans le respect de tous, mais aussi dans le respect des idées qui peuvent être partagées par d'autres personnes. Et donc, je vais aussi faire ce que j'appelle le droit de parole prioritaire. Donc, s'il y a des personnes qui reviennent souvent pour des questions, si c'est votre troisième fois et que je vois qu'il y a une nouvelle personne qui apparaît, qui n'a pas posé de question encore, donc probablement que je vais passer la parole en premier pour être certain, là, donc qu'il y ait plus de personnes qui puissent participer à la présentation, à la période de questions de ce soir. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation. Donc, je vais demander à François Rioux, qui est architecte et directeur de projet associé chez FAE, de prendre environ les 30 prochaines minutes pour faire une présentation sur l'avant-projet préliminaire et les présentations des critères d'aménagement. François, à toi la parole. Oui, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, François, on voit bien. Premièrement, bonjour tout le monde. Il m'arrive de regarder un peu de côté comme ça parce que je regarde mon écran pendant que je vous présente. Alors, c'est pas parce que je ne veux pas avoir une présence à la caméra, mais ça m'aide à présenter. Donc, on vous rencontre aujourd'hui. Je vais simplement faire un petit retour de la démarche de planification pour les espaces. Alors, on a tenu des consultations, des ateliers cet été, le 25 et 26 août, où on a présenté les principaux enjeux d'aménagement dans la première soirée. Et en deuxième soirée, on a présenté des illustrations possibles de vision sur les aménagements des différents lots. Et on a tenu des ateliers où les gens ont pu s'exprimer sur leur vision et ce qu'ils attendaient de cette programmation-là. Donc, depuis cet été, on a travaillé sur le projet, on a développé certaines visions d'aménagement, on a répondu à certaines questions d'aménagement sur le site et cherché à intégrer, si on veut, les volontés exprimées des gens sur la programmation des sites pour vous présenter aujourd'hui en séance d'information une vision préliminaire, un avant-projet préliminaire sur l'évocation et l'aménagement des espaces publics des anciens ateliers du CN. Cette séance d'information-là va être suivie par la mise en forme de l'avant-projet préliminaire qui, lui, va être suivi par la suite d'un avant-projet définitif. Donc, on est dans une étape quand même encore préliminaire, mais vous allez voir que, et ça, c'est un peu un avertissement que j'aimerais faire, c'est qu'on a travaillé avec des images en modélisation qui sont très réalistes. Et évidemment, ça peut donner l'impression des fois que tout est réglé, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il y a beaucoup de détails encore à raffiner dans ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais quand même, on trouvait important d'illustrer les espaces afin qu'on puisse juger, parce que vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé d'enjeux comme l'échelle des espaces. Est-ce que c'est la programmation, est-ce que ça rentre? Comment sont grands les espaces? Donc, avec des représentations peut-être un petit peu plus réalistes, ça nous permet de visualiser puis de mieux comprendre la forme des espaces. Donc, simplement un rappel pour les gens qui peut-être connaissent un peu moins le site. On parle en ce moment du réaménagement des anciens ateliers, d'une partie des anciens ateliers du CN. Donc, ce que vous voyez en orange ici, c'est le projet de développement immobilier qui est prévu sur ces espaces. Et ce que vous voyez en vert surligné de noir, ce sont
ces différents espaces-là, espaces publics, qui vont être aménagés dans l'ensemble du quartier. On a la chance, dans ce secteur-là, d'être à proximité de grands parcs dans le quartier. Donc, le parc Lebert, qui est un parc qui est vraiment orienté vers les activités récréatives et sportives. Donc, il y a beaucoup d'équipements qui sont disponibles à proximité. Et le parc Bourgeois, Marguerite Bourgeois, qui est plus un grand parc de détente avec des espaces libres. Donc, on voit ici l'échelle, on voit quand même que ce sont des espaces relativement petits comme espaces verts, mais qui sont quand même en relation avec des grands parcs aussi à proximité. Donc, à 5 minutes de marche, on est à proximité des grands parcs. Le déploiement de ces espaces publics-là à l'intérieur du nouveau quartier. Donc, c'est important de comprendre l'échelle de cet espace-là. Ce que vous voyez ici, la petite ligne que vous voyez ici, c'est la rue Sainte-Madeleine, là où elle se trouve en ce moment. Donc, le développement du projet va prolonger la rue Sainte-Madeleine de plus de 2 fois sa dimension actuelle. Donc, et c'est plus de la moitié de l'ensemble, donc, comme l'alignement des espaces verts qui entourent le B7 vont se prolonger de 2 fois la distance de la rue Sainte-Madeleine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, le projet se développe avec une vision de création d'un parcours. Donc, à l'intersection des rues Sainte-Madeleine et Lebert, si on veut, on peut considérer presque une porte d'entrée de cette succession d'espaces-là. Donc, on aura l'ensemble des lots qui se trouvent autour du bâtiment B7. En ce moment, on les nomme toujours par des numéros, le lot 2, 3, 4 et 5. Le lot 13 qui se trouve à l'intérieur d'un îlot qui va être développé avec des résidences. Le lot 19 qui est une ruelle verte. Et finalement, le lot 22 qui se trouve à proximité du talus acoustique qui va être aménagé par le groupe MAC et qui va assurer une protection acoustique devant les voies de la gare de triage ou les voies de chemin de fer qui sont encore existantes ici. On a parlé beaucoup en termes d'identité des espaces. On a parlé de référence au caractère industriel du quartier. On voulait être attaché à cette idée que les espaces pourraient, disons, commémorer ou rappeler l'existence d'un quartier industriel et avec la vocation ferroviaire. Donc, ça va être exprimé surtout à travers les matériaux, mais on vous fait une proposition de tenir compte aussi de la présence du quartier, parce que ces quartiers industriels-là qui étaient construits, Pointe-Saint-Charles, c'est un des premiers quartiers ouvriers de Montréal, ils étaient construits à proximité immédiate de ces grands ensembles industriels-là. Et le quartier de Pointe-Saint-Charles, disons, l'identité du quartier se rattache beaucoup à cette volonté de créer des infrastructures communautaires et des innovations aussi en matière sociale, comme la création de cliniques communautaires, de cliniques juridiques, qui ont servi de modèle par la suite à l'implantation d'infrastructures dans notre société comme les CLSC ou l'aide juridique. Donc, c'est un quartier, on trouvait intéressant, on le soumet comme thème, si on veut, à explorer, cette espèce de côté festif aussi qu'il y a dans l'occupation de l'espace de la ville. Et aussi, les aménagements vont chercher à retrouver, si on veut, ce sens de la communauté à travers les différents espaces publics. Les enjeux de verdissement, c'est un autre enjeu. C'est sûr que dans le secteur, dans l'ensemble des secteurs, on veut bâtir une infrastructure verte très forte. On se trouve aussi sur un site qui est réhabilité, c'est-à-dire qu'il y a un site qui va être complètement réaménagé avec le remplacement de certains sols pour assurer une qualité des sols. Mais cette condition-là vient avec certaines normes d'aménagement.
Et disons, en gros, on doit respecter certaines normes d'implantation des végétaux afin de faire en sorte qu'on choisisse des végétaux qui n'ont pas des enracinements trop profonds pour ne pas altérer ces nouvelles conditions du sol qui vont être proposées. Donc, j'en parle comme un enjeu parce que on va s'en servir dans le projet parce que vous vous souvenez, on avait parlé des conditions de topographie particulières. L'ensemble des espaces ont des conditions de topographie particulières et lorsque c'est possible, on va chercher à ajuster, si on veut, ces conditions-là pour créer des volumes de plantation peut-être plus importants pour avoir une plus grande diversité au niveau des végétaux. Donc, ces normes-là dont on parle font en sorte, excusez-moi, font en sorte qu'il y a une certaine, comment dire, on est un peu limité sur les types d'arbres qu'on peut planter. On parle évidemment des arbres à grand déploiement, c'est ce qui nous intéresse parce que disons, tous les autres végétaux, ça ne pose pas de problème. Mais pour les arbres à grand déploiement, bien, si on veut avoir une plus grande diversité que ce qui est permis par les normes, bien, on va devoir, dans certains cas, augmenter les volumes de plantation. Mais je vais vous le présenter à travers les projets. Donc, pour faire un retour rapide sur les grandes vocations qui ont été identifiées lors de la dernière rencontre, le lot 2, qui était à la rencontre de la rue Sainte-Madeleine et Lebert, c'est un espace qui était visé comme une place publique, donc un lieu où on peut tenir des rassemblements. On avait aussi la volonté, bien, comme dans tous les espaces, mais même si c'est un lieu qui est une place publique, qui est un lieu où on peut tenir des événements, on voulait quand même garder une structure végétale importante, une implantation d'une canopée pour en faire quand même un espace vert, pas nécessairement un espace qui était trop minéralisé. Le lot 3 était visé plus pour une aire pour les enfants. Donc, on a parlé de la présence de garderies à proximité. On voulait créer un endroit où il y avait vraiment les infrastructures nécessaires pour recevoir des jeux d'enfants ou des espaces spécifiquement adressés aux enfants. Le lot 4 est plus visé comme un parc naturel ou un lieu de détente où on pourrait avoir des plantations, un espace plus simple avec des espaces dégagés comme lieu de détente. Le lot 5 était visé pour l'agriculture urbaine. Donc, c'est vraiment un concept d'agriculture urbaine qui serait développé sur le lot 5. Le lot 13 est un lieu de passage, mais aussi un lieu de proximité avec des résidences qui vont être construites de part et d'autre. Donc, ce qui était mentionné, c'est qu'on voulait assurer quand même une certaine, disons, convivialité avec les espaces résidentiels, donc de ne pas implanter des activités qui soient trop intensives, mais un lieu de rencontre peut-être pour faire une fête de quartier, par exemple, des bancs publics, tables de pique-nique, etc. Mais c'est aussi un lieu de passage qui passe à travers les îlots. Le lot 19, c'est vraiment une ruelle verte, c'est toutes les dimensions. Donc, là aussi, c'est un lieu de passage, mais verdi, donc une ruelle verte. Et le lot 22, un espace récréatif qui était peut-être plus adressé à cause de ses particularités disons, un public de jeunes adolescents ou adolescents où il pourrait y avoir des activités sportives ou d'animation qui sont un petit peu plus adressées aux jeunes. Et aussi un lieu vraiment un lieu de rencontre pour les jeunes. Donc, je reviens au lot, premièrement, aux abords du B7. Donc, on avait expliqué la dernière fois, tous les espaces autour du bâtiment B7 ont des particularités au niveau de la topographie. On avait expliqué que dans le futur aménagement de la rue Sainte-Madeleine, il va y avoir la rue Sainte-Madeleine va monter, tandis qu'actuellement, la rue Sainte-Madeleine, par rapport au B7, on le voit dans l'image du bas ici, se trouve vraiment plus bas que le plancher du B7. Donc, le bâtiment B7 est un bâtiment industriel qui est vraiment comme tous les bâtiments industriels. C'est un bâtiment dont les niveaux sont très stables. Les bâtiments industriels sont reliés aux activités ferroviaires, sont souvent très
les niveaux des planchers sont très importants parce qu'ils sont justement reliés à l'activité ferroviaire. Très souvent, ces niveaux-là vont être plus élevés parce qu'ils sont aménagés pour être au niveau des wagons. Dans ce cas-ci, puisque c'est un atelier d'entretien, le niveau est un peu plus bas au niveau du sol. Mais il reste qu'il n'y a pas vraiment une relation entre le quartier, c'est plutôt une relation qui se trouve avec les équipements industriels. Donc, le niveau du B7, lui, est très régulier. On va aménager autour du bâtiment une terrasse qui va permettre de donner des accès à la ruelle bleu-verte. Donc, la ruelle bleu-verte, c'est un projet qui est déjà mis en place, qui est prêt à être réalisé et qui, finalement, permet de créer un niveau commun sur l'ensemble du site. Donc, il y a des variantes, si on veut. La ruelle bleu-verte va faire le lien entre les différentes composantes du bâtiment, qui est un bâtiment quand même très long. Et tantôt, on aura un certain nombre de marches pour y accéder. Tantôt, on sera à niveau avec la ruelle. Donc, le principe d'aménagement, c'est vraiment de créer, si on veut, une topographie qui met en lien ces différents espaces-là. Comme vous voyez ici, c'est la topographie existante. Vous voyez que ce sont tous des plans qui sont différents parce qu'on les connecte entre la ruelle B7 et la rue. Mais nous, on veut trouver une certaine régularité dans ces différents espaces-là, de sorte que quand on est sur la place publique, on a un lien avec le lot 3, le lot 4 et le lot 5 éventuellement. Donc, la différence de niveau, le jeu des niveaux va se faire par l'aménagement de zones de plantation qui vont être au périmètre et aussi par des dénivelés qui vont nous amener au passage véhiculaire qui sont créés vers la rue. Donc, on a montré quelques exemples comme ça. Donc, on veut un espace qui a une certaine flexibilité où on peut tenir des différents événements. On peut avoir des événements culturels, on peut avoir des petits marchés saisonniers, mais on veut aussi avoir des plantations dans cet espace-là. On veut créer une canopée dans l'espace. Donc, je continue. Donc, l'aménagement proposé, vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc, on construit une espèce d'encadrement végétal avec des banquettes de plantation qui vont permettre justement de créer ce nivellement-là du site. Donc, l'entrée se fait à partir du point de la rue Lebert et Sainte-Madeleine pour arriver sur un plan, le grand plan qui se trouve ici, qui, au fond, crée la place publique, qui, lui, est au même niveau que les différents autres espaces qui vont suivre par la suite. Donc, les banquettes de plantation ici nous permettent justement de monter sur ce plan-là qui est régulier et de pouvoir planter aussi une bonne diversité d'arbres avec des meilleures conditions, si on veut, pour la plantation des arbres. L'espace qui est devant la terrasse, donc une fois qu'on est à ce niveau intermédiaire-là, on doit accéder à la terrasse du B7 lui-même. Donc, cet accès-là se fait par des emmarchements, des petits escaliers qui mènent à la terrasse ici et là. Et on a créé des plateaux, si on veut, qui peuvent servir tantôt de scène, tantôt de gradin, de sorte qu'on a la possibilité de créer parfois un événement qui se trouve sur la place lui-même, qu'on peut voir à partir de ces plateaux-là, ou un événement où le plateau sert lui-même de scène, avec une scène surélevée, si on veut, qu'on peut observer comme spectateur dans l'espace. L'aménagement, l'accessibilité universelle se fait ici par une rampe qui nous amène, elle, sur la terrasse ici. On va le voir dans d'autres images plus en détail. Donc, on voit ici la rue Lebert. Donc, c'est des espèces de banquettes de plantation-là qui nous amènent à un niveau régulier. Ce qui est en pointillé, c'est le niveau existant. Donc, ces banquettes-là nous permettent d'arriver et de créer un niveau régulier et duquel on va accéder par le système de gradins et d'emmarchement pour arriver à la hauteur du B7. Du côté de la rue Sainte-Madeleine, c'est là où on aura une plus grande différence. Encore une fois, les banquettes de plantation vont nous amener à ce niveau commun et qui lui, est
au même niveau que la ruelle bleu-verte. Donc, la ruelle bleu-verte réunit chacun des espaces, mais on a aussi, juste à côté, l'aménagement des différents espaces qui est en lien avec ce niveau. On peut regarder certaines images. Donc, on est ici à l'entrée vers la place. Donc, les aménagements, les plantations en banquette de part et d'autre qui nous amènent au niveau intermédiaire, si on veut, qui est le même niveau que la ruelle verte, donc qui est en continuité avec tous les espaces, vers les gradins qui vont mener, eux, à la terrasse du bâtiment B7. Une vue vers l'intérieur ici. Donc, on voit que cet aménagement, ce niveau-là, maintenant, nous permet d'être directement en lien avec la ruelle et directement en lien aux différents autres espaces. Donc, ce sont les espèces de plateaux en gradins qui sont proposés ici, avec des emmarchements qui nous amènent ici et là, directement au B7, et l'aménagement de la rampe d'accessibilité universelle. Donc, la rampe d'accessibilité universelle, c'est quand même, ça prend une certaine distance, ça nous prend une distance assez importante pour pouvoir la créer. C'est pour ça qu'on a préféré faire une rampe qui était en différents segments à l'extrémité du site ici pour faciliter aussi, puis pour éviter qu'on coupe l'espace en deux avec une rampe qui serait, disons, dans le même axe que l'entrée du bâtiment ici. On voit une autre vue ici, on la voit bien de ce côté-là. Donc, on a, pour la rampe d'accès, on a un accès ici. On revient pour finalement arriver sur la terrasse du B7 à cet endroit-là. On voit les plateaux en gradin et l'aménagement au périmètre pour la plantation des arbres. Donc, on poursuit notre visite vers les autres espaces. On voit plus au loin ici l'espace qui est dédié pour les jeux d'enfants, pour les aires de jeux d'enfants. Donc, on continue avec et une vue d'ensemble ici. Donc, c'est ça. Donc, on a le niveau régulier ici. On prend une petite dénivellation ici pour arriver avec l'accès. On remonte pour retrouver l'autre espace, l'O3. Même chose. On descend un peu pour accéder aux accès véhiculaires et on remonte pour accéder à l'autre espace. Ce qui fait que d'un espace à l'autre, on a une vue en continuité des différents espaces et finalement, la dénivellation se fait seulement à proximité des accès véhiculaires. Et il faut comprendre aussi que ces banquettes-là, plus on se déplace vers le nord, quand la rue monte, à un moment donné, ils disparaissent pour être accessibles, pour que l'espace devienne entièrement accessible sur la rue. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, les espaces d'aires de jeu et d'aires de détente pour l'eau 3 et 4. Donc, l'espace pour les aires de jeu, c'est l'espace qui est prévu ici. C'est un espace qui va être clôturé, qui va permettre aux différentes garderies de pouvoir accéder avec des espaces, des jeux d'enfants pour les petits, mais aussi permettre aux parents de se réunir dans cet espace-là et de pouvoir laisser librement les enfants jouer dans l'espace. Donc, on avait parlé aussi qu'on souhaitait des aménagements du jeu qui utilisent qui sont très naturels, des équipements avec des matériaux naturels. Donc, on voit ici, là, si vous voulez le mentionner ici, donc on voit la banquette ici, comme je le disais. Lorsqu'on arrive dans le lot 4, cette banquette-là disparaît parce qu'à cet endroit-là, on est au même niveau que la rue. Donc, lorsqu'on se promène sur le trottoir, on arrive à cet endroit ici et tout à coup, l'espace est complètement ouvert et la terrasse du B7 aussi à cet endroit-là est au même niveau. Donc, on arrive sur le trottoir, c'est un grand espace ouvert, c'est l'espace qui est prévu plus comme un parc de détente, donc une canopée importante, une plantation d'arbres, quelques tables de pique-nique, des bancs, mais quand même un espace libre si on veut. Et on a une bonne visibilité, l'espace est complètement ouvert sur la rue.
Donc, c'est ce qu'on voit en bas ici. Vous voyez que dans l'espace du lot 4, tout à coup, les niveaux sont tous égaux. La terrasse du B7, la ruelle bleue verte, le parc lui-même et le trottoir, tout ça devient à niveau. Tandis qu'un peu avant, ben, pour l'aménagement des aires de jeu, encore une fois, on travaille les niveaux pour créer un plan, si on veut, pour pouvoir recevoir ces équipements-là. Et ce plan-là va être construit, si on veut, avec les banquettes de plantation, encore une fois, pour offrir des fosses de plantation plus importantes pour... Donc, on a une vue ici de l'espace du lot 3, qui serait le lot aménagé pour les espaces de jeu pour enfants. Donc, cet espace-là serait clôturé pour pouvoir y amener les enfants, laisser les enfants jouer librement dans l'espace. Et c'est un espace aussi qui pourrait servir pour les garderies du quartier pour venir amener les enfants en récréation comme espace public. Là. C'est le lot numéro 4 où je mentionnais tout à l'heure qu'ici, on est sur le trottoir, on est à côté de la rue et comme je le mentionnais, l'accès ici se fait jusqu'au B7 à niveau et c'est un espace qui est complètement ouvert, un lieu de détente qui va être planté aussi de manière très importante. Le lot 5 qui est dédié à l'agriculture urbaine. Donc, l'approche ici, c'était de développer, disons, de faire une espèce de gradation avec différents types d'agriculture urbaine, si on veut, avec une partie sur rue qui est un petit peu plus, si on veut, organisée, avec peut-être des plantes aussi potagères, toujours des plantes potagères, mais des plantes potagères qui sont peut-être un petit peu plus structurées, ou même qui pourraient être des plantes intéressantes, si on veut, avec un volet éducatif. Pensons par exemple à des asperges. Des asperges, c'est une plante potagère vivace, donc on n'a pas besoin on peut la laisser là, ça vit pendant une dizaine d'années, un plant d'asperges, et chaque printemps, les asperges sortent, et plus tard dans la saison, ça devient un très beau bosquet. Donc, il y a des plantes potagères comme ça qui ont certaines fines herbes aussi, la sauge, ce sont des plantes qui sont intéressantes disons, des qualités ornementales, si on veut. Donc, en périmètre, comme une espèce de galerie potagère, on pourrait dire, on aurait ces plantes-là qui sont des plantes plus intéressantes, qui pourraient intéresser les gens. C'est intéressant de voir pousser un plant d'artichaut, si on n'a jamais vu un plant d'artichaut, puis voir une tête d'artichaut sortir. Ça, c'est des plantes qui sont curieuses et qu'on ne connaît pas nécessairement. Lorsqu'on fait l'épicerie, on n'a pas nécessairement idée comment ça peut pousser. Donc, il y a comme une espèce de volet éducatif en bordure du trottoir pour présenter, si on veut, des plantes potagères intéressantes. De part et d'autre, on aurait des plantations pour des vergers, des arbres fruitiers qui pourraient être plus grands aussi, tout dépendant des besoins. On a une espèce d'espace interstitiel, si on veut, qui pourrait lui aussi être des plantations potagères en boîte, avec quelques éléments de mobilier urbain pour pouvoir s'y installer. Et dans toute la partie arrière du lot, c'est vraiment un espace qui est consacré à la production plus intensive. C'est-à-dire ça, c'est vraiment l'aire de production intensive agricole où on a moins accès, si on veut, qui est plus contrôlé. Et ce sont les gens qui gèrent l'agriculture urbaine qui y travaillent, au fond, pour produire, disons, pour avoir une production maraîchère là, importante là, dans toute cette partie-là. À la rencontre du passage qui va nous amener au lot 13, on a proposé une genre de petite chambre, si on veut, qui pourrait être, peut-être surmontée par un treillis pour faire pousser des vignes, par exemple, mais qui pourrait être une espèce de lieu de rassemblement où même on pourrait tenir certaines activités qui sont liées aux activités d'agriculture urbaine aussi. Donc, certains exemples d'aménagement qui pourraient être... Donc, on a une vue d'ensemble ici où on voit en partie arrière la production intensive maraîchère
On a en premier plan ici cette espèce de petite chambre de jardin, si on veut, qui est accessible dans l'axe de circulation des autres espaces. Donc, quand on arrive par les autres lots dans le parcours des différents espaces, on arrive à cet endroit-là. Et le trottoir qui longe la rue Sainte-Madeleine, dans lequel il pourrait y avoir une espèce de présentation de plantes potagères intéressantes, puis c'est possiblement des vivaces aussi qui reviendraient chaque année. On poursuit une autre vue ici sous le verger qui donne dans l'axe de la dalle où la serre est installée actuellement. Donc, on poursuit la présentation sur le lot 13. Donc, on l'avait mentionné la dernière fois, comme dans chacun des espaces sur lesquels on travaille, il y a toujours certaines conditions de topographie. Donc, entre la rue Sainte-Madeleine et la rue Bourgeois, on a quand même une dénivellation. Bon, c'est correct, là. C'est pas des pentes très importantes, mais tout de même, c'est un espace qui est en pente et qui est en pente aussi à l'intérieur, entre les côtés de chaque côté du site. C'est une coupe transversale qu'on voit ici. Et il y a aussi, je ne dirais pas un enjeu, mais quand même des conditions particulières liées à la présence des bâtiments. Donc, plus on va vers le nord, plus l'espace est rehaussé. Donc, dans la partie du futur projet là, sur le lot 12, bien, on a une condition où les terrasses des résidences sont un peu en contrebas par rapport à l'espace lui-même. Donc, ce serait important de penser à comment on va travailler les rives de l'espace pour pouvoir créer une interaction intéressante entre les résidences et l'espace public. Donc, si je continue, donc ce qu'on mentionnait, c'est ça. Donc, le périmètre du site est bâti d'un encadrement végétal assez solide, si on veut, justement pour créer une interface, disons, disons une relation, disons, je ne dirais pas privée, mais je veux dire de créer une bonne relation, excusez-moi, entre les résidences ici. On comprend que le parc les espaces résidentiels ici sont en contrebas, donc on ne voudrait pas nécessairement que les gens regardent dans le cours privé des gens. Donc, on construit de part et d'autre, au fond, un bâti végétal assez important et on va créer, bon, c'est aussi un espace de passage, hein, c'est un petit parc dans lequel qui fait partie d'un ensemble dans le parcours. Donc, c'est aussi un espace de passage qu'on a créé en deux parties comme ça et auquel on va construire au centre une espèce d'air, encore une fois, qui va être nivelé, qui va permettre d'aménager une espèce de cœur, si on veut, une espèce de lieu de rassemblement à l'intérieur. Donc, on le voit ici, là, dans la coupe du bas, on va créer un nivellement qui va nous permettre de créer un plat, si on veut, dans le parcours. Donc, un espace qui peut être aménagé pour des petits lieux de rassemblement. On avait dit qu'on ne faisait pas nécessairement des activités très intensives à cet endroit-là, mais c'est un lieu qui pourrait très bien recevoir une petite table de quartier, table de pique-nique. On avait parlé aussi de table de jeux d'échecs. En fait, ce qu'on avait dit surtout, c'est qu'on ne voulait pas avoir des activités trop intensives pour garder une certaine quiétude, si on veut, pour les résidents qui sont à proximité. Donc, maintenant, on passe à la ruelle verte. Donc, la ruelle verte, c'est quand même un espace qui est assez simple. C'est un espace qui mesure 6 mètres, comme une ruelle traditionnelle de Montréal. Donc, on avait montré cet exemple-là dans le quartier Ville-Marie, où c'est une ruelle Passage Charlotte. Donc, on a exactement les mêmes dimensions que cet espace-là, plus des parties qui sont privatives de part et d'autre avec des plantations. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici, exactement les mêmes dimensions, avec du côté des résidences, disons, un retrait de construction qui permet
qui permettrait de planter aussi, donc construire une circulation, encore une fois, double. Je dirais qu'à la différence de ce qu'on a ici, qui est bon, où il y a des fosses de plantation, c'est un espace où la gestion se fait naturellement vers les fosses. Mais disons que dans la proposition qu'on fait, c'est un peu plus important comme espace central de plantation. C'est plus large. Et il y aura des liens. En fait, c'est un grand jardin de pluie, au fond, qui est proposé au centre. Toute l'eau serait gérée de manière naturelle vers cet espace-là. C'est certain aussi que ce sont des espaces évolutifs d'une certaine façon parce que avant que les arbres atteignent leur maturité, quand ils seront des tout petits arbres, bien, les plantations qui seront dans les fosses pourront être plus importantes, tandis que quand ces arbres-là arriveront à maturité, bien, les plantations qui sont sous les arbres bien, devront peut-être être modifiées aussi. C'est exactement ce qui s'est passé dans le projet ici. À l'origine, lors de l'implantation du projet, les fosses de plantation il y avait des arbustes, il y avait beaucoup de plantations, mais au fur et à mesure que les arbres ont grandi, c'est sûr que c'était plus difficile de conserver des choses à la base. Donc, il y a une évolution, si on veut, dans la végétalisation de l'espace. Donc, on avait parlé aussi de l'objectif de créer, en fait, ça s'applique un peu à l'ensemble du parcours, mais de créer un volet biodiversité, donc choisir des essences qui vont attirer les oiseaux, les papillons, donc que ce parcours-là s'inscrive dans un parcours de biodiversité qui regrouperait l'ensemble des espaces verts du quartier. Un changement avec mon haut-parleur, en tout cas. Donc, maintenant, on passe au parc du Lot 22. On l'avait mentionné aussi la dernière fois, disons, les caractéristiques vraiment particulières de cet espace-là. C'est que, bon, c'est un espace qui est créé avec un talus, quand même, qui est assez important, une pente de 33 donc un plat, et finalement un autre talus qui nous mène à la promenade de la cour, de la promenade du belvédère, si on veut, du talus acoustique. Et il y avait, bon, certains enjeux d'accessibilité. Ben, pour nous, on trouvait que puisque c'est un espace qui est moins facilement accessible, qui est moins visible de la rue, ben, on voulait comme renforcer, si on veut, cette accessibilité-là. Donc, c'est sûr qu'il y a l'aspect programmation du site. Il faut que ce site-là soit bien programmé pour qu'il se tienne, qu'il y ait des activités qui s'y trouvent, pour le rendre disons, actif, si on veut, dans l'espace. Mais il y a aussi la forme de l'espace lui-même qui pourrait peut-être être améliorée pour augmenter son accessibilité. Donc, ce qui était visé pour cet espace-là, c'était plus des espaces de jeu pour les enfants plus préadolescents ou adolescents. Donc, on parle d'un secteur. Bien, en fait, ce qu'on propose, c'est un secteur d'entraînement de type parcours urbain. Donc, des structures qui deviennent des structures de jeu, qui peuvent aussi être aménagées pour être un lieu d'entraînement. Il y a plusieurs organismes qui organisent des activités de cette nature-là avec des moniteurs qui aident les jeunes à pratiquer cet exercice-là. Donc, oups, excusez-moi. Donc, on peut profiter aussi des talus pour justement créer des lieux où on peut grimper, on peut faire de l'exercice de différentes façons, puisqu'on a des dénivellations importantes. Et on voulait aussi, comme dans cette image-ci, créer un lieu où on utilise le talus comme un lieu actif, et pas simplement une pente, mais un lieu où on peut peut-être s'asseoir ou chiller, si on veut s'installer, être en relation avec le quartier et l'espace qui est au-dessus. Parce qu'il existe quand même une espèce de décalage, si on veut, vu la hauteur du parc par rapport à la rue. Donc, on propose d'améliorer les accès
On a actuellement un accès qui se trouve ici, à l'angle ici, et à l'autre extrémité, des accès qui sont en fait en relation avec le sentier du talus acoustique, mais qui donnent accès au haut. Il n'y avait pas d'autres accès qui étaient proposés pour l'instant. Donc, on a voulu comme améliorer, si on veut, cette accessibilité-là, puis faire du talus aussi un lieu qui peut être un lieu qu'on occupe. Donc, ça se fait avec des structures quand même naturelles, très simples, qui sont encastrées, si on veut, dans le talus. Donc, des aménagements, certains aménagements qui vont être installés dans le talus, le projet d'aménagement parcours avec des structures de jeu pour tous les âges. Et donc, d'autres vues ici, le parc du coin, on l'a appelé le parc du coin parce que c'est vraiment un coin dans le quartier. Et on faisait cette espèce de relation avec l'architecture traditionnelle montréalaise où le coin devient, au fond, une place publique avec son côté tronqué. Tout à coup, c'est le lieu de rencontre. Donc, on s'est dit le parc du coin ou le coin du parc devrait être quelque chose qui est accueillant, un endroit où on peut donner rendez-vous, un endroit où on peut s'asseoir, pas être nécessairement dans le parc, mais être aussi comme un peu entre les deux. Donc, c'est une proposition de construire le talus, au fond, pour le rendre un petit peu plus accessible que simplement des plantations en pente. Et on voit, bon, au-dessus ici, le projet d'aménagement des équipements de parcours. On va montrer d'autres vues. Donc, à une autre extrémité, encore une fois, un peu le même principe. Donc, comment donner un petit peu plus d'ampleur à l'accès qui devient un lieu lui-même dans le talus où on peut s'asseoir, parler avec quelqu'un, se donner rendez-vous et qui augmente aussi la visibilité de l'espace par rapport à la rue. Donc, c'était l'idée on a aussi une autre proposition sur la rue, directement sur la rue ici. Donc, au fond, le plus possible d'accessibilité, plus on va faire des différentes options d'accessibilité qui deviennent presque du mobilier urbain, au fond, où on peut des bancs, des endroits où on peut s'asseoir, on peut donner rendez-vous, on peut chiller, rester, regarder les gens dans le parc et regarder les gens sur la rue. Donc, c'est une manière de, disons, rendre le lieu un petit peu plus civique, si on veut, que ce qu'il y a actuellement. Et ça pourrait aussi, il pourrait aussi avoir d'autres aménagements plus sportifs, si on veut, là, de grimpe sur le talus. Donc, c'est des images qui sont, encore une fois, je le dis, c'est des images préliminaires, mais ça c'est pas nécessairement ces matériaux-là, c'est pas nécessairement cet emplacement-là exact. Mais on trouvait ça important de montrer que ce lieu-là a besoin d'être un petit peu plus construit comme un lieu accessible pour véritablement en faire un parc qui a une sécurité aussi, par lequel on peut passer. Donc, voilà. Donc, un exemple d'aménagement de type parcours avec des jeux plus acrobatiques ou des exercices d'équilibre avec ces équipements-là. Donc, ça terminerait la présentation. Je ne sais pas si j'ai respecté mon temps. Maintenant, les prochaines étapes. Donc, à la suite de cette présentation-là, comme j'ai dit tout à l'heure, on va déposer un avant-projet préliminaire et cet avant-projet préliminaire-là va être suivi par la suite d'un avant-projet définitif pour la suite des choses. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. J'imagine que ça va mettre la table pour quelques questions. Je passerai maintenant la parole à Jean-Baptiste Dupré, conseiller de planification, pour vous adresser la parole. Bonjour à tous. Merci François pour la présentation des critères d'aménagement. Je vais faire un bref point relativement justement aux prochaines étapes.
Donc, ce soir, donc, on vous a présenté ces différents critères d'aménagement qui émanent des rencontres qui ont eu lieu au mois d'août. Et il s'agit maintenant pour nous d'affiner avec vous, avec les commentaires qui vont être faits ce soir, ces critères d'aménagement en vue de vraiment définir un avant-projet préliminaire, donc, comme le mentionnait François. Donc, ça porte très bien son nom. Hein. Donc, c'est vraiment une étape préliminaire qui elle-même sera suivie par la réalisation d'un avant-projet définitif. Donc, ça, c'est une étape qui vise vraiment à approfondir un certain nombre d'éléments tels que la faisabilité technique, financière du projet. Donc, ça va forcément aboutir à des ajustements au concept d'aménagement, donc des différents espaces publics à terme, avant justement de pouvoir produire les différents plans nécessaires pour la réalisation des travaux. Pardon. Donc, il va y avoir, comme vous le savez certainement, beaucoup de travaux dans le secteur au cours des prochaines années. Donc, d'une part, avec les parcs qui sont aménagés, avec un grand nombre de bâtiments. Je rappelle que le secteur va accueillir un peu plus de 900 nouveaux logements sur le site des anciens ateliers du CN. Il va y avoir aussi des infrastructures qui vont devoir être aménagées. Il y a notamment 3 rues qui vont être prolongées, les rues Sainte-Madeleine, Bourgeois et Charon. Donc, il va y avoir des enjeux de coordination importants à ce niveau-là. Donc, il faut comprendre qu'au final, la réalisation de l'ensemble de ces aménagements de parcs dont on discute ce soir vont s'échelonner sur plusieurs années. Donc, c'est un travail qui va être continu. Et donc, on est vraiment dans les premières étapes en vue de réaliser l'ensemble de ces parcs. Ce qu'on vise vraiment, c'est donc de pouvoir les aménager par étape avec une priorité qui serait donnée vraiment au niveau du lot 2. Pour l'accessibilité au bâtiment 7 avant de se poursuivre avec les différents lots dans les périodes suivantes. Mais donc, c'est ça, ça va nécessiter quand même quelques années pour réaliser l'ensemble de ce projet. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je constate que M. Doré est avec nous depuis déjà un certain temps. Je ne sais pas si M. Doré, vous vouliez prendre la parole. M. Doré, maire d'arrondissement du Sud-Ouest. Est-ce que c'est le cas? Non, ça va. Le mot d'ouverture a été fait par le maire suppléant. Donc, désolé, j'étais au 25e anniversaire de Provence Sud-Ouest, alors un grand organisme dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, ça fait une demi-heure. Je pense bien que je me suis logué, branché. Alors, on peut poursuivre. Merci, M. Doré. On vous garde avec nous? Tout à fait. Parfait. Donc, on est rendu maintenant à la période de questions. Donc, il y a différentes personnes qui sont ici ce soir là, qui vont pouvoir répondre du mieux possible à vos questions. Je vous rappelle que la rencontre de ce soir, elle est enregistrée. Donc, si jamais vous n'avez pas le goût d'être filmé pour poser votre question, vous pouvez garder la caméra éteinte. Si vous ne voulez pas qu'on vous entende, vous pouvez aussi poser la question dans le clavardage et je poserai la question pour vous. Donc, comment on fait pour poser des questions? Donc, on fait comme, je vois déjà une personne qui a levé la main virtuelle. Donc, essayez pas de m'envoyer la main, je ne vous vois pas nécessairement. Mais si vous allez, moi, dans le bas de mon écran, dans le volet réaction, il y a un petit bouton qui s'appelle lever la main. Donc, vous pouvez lever la main et je vais essayer de vous prendre dans l'ordre pour vous amener en direct avec Gabriel et alterner avec les questions dans le clavardage. Donc, j'ai déjà une première question. Donc, je vais demander à M. Tyler Ruzicki. Donc, Gabriel, oui. Si tu veux peut-être ouvrir le micro de M. Ruzicki pour une question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien, monsieur. J'ai mon commentaire dans le chat. C'est juste qu'à Pointe-Saint-Charles, nous sommes alignés avec les axes au nord et au sud direct. C'est un cas très rare dans la ville de Montréal. Et je pense qu'on devrait profiter de cette situation pour le soleil pendant l'hiver avec les plantations ou les murs d'aménagement paysager pour que nous pouvons développer les espaces où les personnes peuvent profiter de ça pendant l'hiver. Par exemple, si jamais vous avez monté sur la montagne, il y a un moment où, à la chalet, vous êtes au plein sud et c'est très, très nice. Excuse-moi, je suis anglophone.
c'est très beau pendant l'hiver d'être au plein sud, dans le soleil, et avec le mur qui est en arrière de vous, et vous êtes protégé du vent. C'est ça mon commentaire. Merci. Donc, en fait, M. Rosicky posait la question dans le chat, notamment, là, donc François. Pour ce qui est de l'hiver, peut-être 5 mois par année, est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus prévues ou planifiées pour l'hiver et comment tirer profit justement du soleil d'hiver? C'est ça la question de M. Rosicky. C'est vrai ce que vous mentionnez, que c'est exceptionnel à cet endroit-là, la trame urbaine qui est vraiment orientée nord-sud. On parle toujours à Montréal du nord montréalais, mais c'est vraiment pas le nord, c'est l'ouest en réalité, là. Mais je pense que la question des arbres feuillus, l'hiver, les arbres feuillus perdent leurs feuilles, donc ils procurent quand même l'espace, procurent un bon ensoleillement. Oui, disons que c'est pour les espaces comme l'O13, la ruelle, effectivement, c'est parfait parce que c'est des espaces qui vont quand même être construits par des bâtiments, donc il y aura un certain impact sur l'ensoleillement vu la présence des bâtiments. Mais comme on est vraiment plein sud, au fond, l'impact est moins grand. Mais je pense que c'est vraiment, oui, effectivement, en réfléchissant avec les essences d'arbres et notamment en plaçant des arbres feuillus là où on veut avoir les gains en hiver, de soleil en hiver. Et il faut penser aussi à éviter la surchauffe en été. Donc, je pense que les feuillus c'est des bons amis, si on veut, pour se protéger du soleil l'été, puis de profiter du soleil l'hiver. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on pourrait essayer d'y réfléchir pour profiter au maximum des endroits qui pourraient être des lieux très confortables là, en hiver. Merci, François. Gabriel, je t'inviterai à aller chercher Mme Sandra. Elle n'a pas levé la main, mais j'avais promis tantôt qu'elle posait la question au deuxième. Donc, Mme Sandra, je crois, a une question par rapport au lot 22. Je ne sais pas si on peut ouvrir la caméra. Oui. Donc, j'étais là la dernière... Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien. Okay. J'étais là à la dernière rencontre, puis on avait parlé d'un parc aventure et cet endroit-là avait été vraiment tout indiqué pour le faire parce que justement, il est dans le coin. Je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas été pris en compte parce que c'est vraiment pour le jeu libre, mais c'est vraiment pour la prise de risque, jouer avec des matériaux. Je ne sais pas si vous êtes pourquoi il a été écarté pour ça, parce que c'était vraiment pour les jeunes de 0 à 15 ans. C'est vraiment un espace pour jouer avec des matériaux qui peut être avec le lion et la souris. C'est un organisme qui a déjà un partenariat. Puis il y avait eu un projet justement éphémère cet été dans le quartier. Donc, c'est vraiment un endroit qui avait été justement parce qu'il est dans le coin, parce que si on fait du bruit puis on laisse des matériaux, c'est moins dérangeant pour les gens qui habitent autour. Donc, la question, Mme Sandra, par rapport à la suggestion qui avait été faite de faire un parc aventure sur le lot 22, qui veut répondre? Jean-Baptiste? Jean-Baptiste Sandra. Donc, on l'a bien pris en compte, cet élément-là, on y a réfléchi. Cela dit, on considérait que le lot 22 en tant que tel n'était pas forcément le meilleur lot, le meilleur site pour accueillir ce type d'usage dans le secteur. On le voyait, hein, le parc est quand même très haut, il y a une grande dénivelée par rapport à la rue, il y a des enjeux de visibilité. Aussi, ce type d'activité implique aussi une surveillance. Ça implique de pouvoir garder du personnel sur le site, donc il y a des enjeux d'aménagement, d'arrivée d'eau, éventuellement donc, de chalet ou du moins d'un local qui soit aménagé. Donc, il y avait un certain nombre d'enjeux à ce niveau-là qu'on considérait qui étaient comme problématiques pour ce site. Cela dit, l'idée donc, du parc aventure chemine toutefois au sein de nos équipes. Donc, on est en réflexion pour voir quel serait le meilleur site dans le secteur de Pointe-Saint-Charles pour accueillir ce type d'usage. Donc, ça n'a pas été écarté, mais c'est vraiment que spécifiquement pour ce lot-là, on n'est vraiment pas convaincu que ça soit le meilleur endroit pour justement proposer cet usage. Je peux juste revenir. Dans le fond, l'endroit pour... ça n'a pas besoin d'être sous surveillance constante. C'est vraiment un endroit barré qu'on peut ranger le matériel
pas utilisé, mais il peut être accessible en tout temps comme tous les autres parcs. L'arrivée d'eau, il faudrait voir, mais je pense que bon, c'est pas nécessairement un enjeu. Puis la visibilité, je ne sais pas s'il y a un autre endroit. Là, vous dites qu'il n'y avait pas d'autre endroit que vous aviez en tête. Puis, y a-t-il vraiment... parce qu'il y a déjà un parc pour ados, puis il y avait déjà cette proposition-là de parcours qui avait été proposée pour cet endroit-là, pour le parc d'Argenson. Donc, ça, je ne sais pas si... il y avait une présentation, je crois, du jeu libre, puis de ce que ça comporte. Je ne sais pas si c'est nécessaire de peut-être revoir les besoins du parc. Et on l'a vraiment pris en compte, cet élément-là. Comme je vous le disais, on est en réflexion pour voir quel serait le meilleur site pour accueillir ce type d'usage. Donc, on ne l'a pas écarté. Mais après, en termes de surveillance, il y a quand même une responsabilité de la ville dans les espaces publics. Donc, on ne peut pas laisser non plus les matériaux comme ça sans surveillance. Donc, ça implique quand même qu'il y ait une présence sur le site. Et donc, une présence sur le site implique des aménagements spécifiques. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que pour nous, ça devient problématique et qu'on pense qu'il y aurait peut-être d'autres sites qui seraient plus adaptés, qui offriraient de meilleures conditions justement pour l'accueillir convenablement. Je pouvais juste ajouter, Hugo, on entend bien. En fait, il faut comprendre que ce soir, ce qu'on vient faire, c'est vous présenter, obtenir le pouls, hein? Puis après ça, retourner avec nos services, puis voir c'est quoi les prochaines étapes, comment on va le faire. Alors, sur le parc Aventure, ça m'a été communiqué il y a à peu près peut-être une dizaine de jours, là, entre les demandes des citoyens, les réticences des services, comme n'importe quoi d'autre, les élus vont entendre ce soir. D'ailleurs, Craig Sauvé est là, Tan Chandley est là. Il y a beaucoup de gens de l'arrondissement, tant l'aménagement urbain, on a des gens des travaux publics également qui sont là. Il y a du monde en com, c'est sûr aussi. Alors, on va regarder, dans le fond, vos commentaires, vos préoccupations, puis il y a un tour de piste additionnel qui va être fait par les élus avec les services pour re-questionner un certain nombre de choses, puis on va revenir par la suite. Donc, je veux juste qu'on puisse aussi prendre ça en compte, là. Donc, Sandra, ce n'est pas un autre définitif, c'est des grandes préoccupations de notre côté chez les gestionnaires, chez nos professionnels, mais les élus vont nécessairement questionner, revoir un certain nombre de choses. D'ailleurs, il y a des croquis qui sont là, qui sont des croquis, des croquis d'artistes. Il va falloir voir aussi comment on va matérialiser ça par la suite avec des plans et devis complets, etc. Donc, il reste du chemin pour encore un certain temps. Donc, je veux juste tempérer ce qu'on vient d'entendre. Merci, M. Doré. Merci, Mme Sandra. En fait, une question dans le chat, je pense, qui est en lien avec ça. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux juste redire, en fait, les autres sites qui pourraient peut-être être considérés pour un parc aventure? Tu as nommé des sites tantôt. Je pense que les gens voudraient savoir. Je n'ai pas nommé des sites. Non, OK. C'est très récent, évidemment, comme discussion. Donc là, on est vraiment en mode préliminaire de réflexion. Donc, je ne m'avancerai pas. OK. Merci, Jean-Baptiste. J'inviterai Mme Natacha Alexandrov à l'écran, si elle le veut bien ouvrir sa caméra ou du moins son micro. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai plusieurs petites choses. Ce que j'aimerais, c'est qu'on entende quand même le citoyen, parce que c'est les citoyens qui vont utiliser les parcs. Le parc Aventure, là, les gens, c'est leurs enfants, ils surveillent leurs enfants, puis ils veulent qu'ils s'amusent. Ils ont fait ces expériences-là au B7, puis ça a été les gens étaient vraiment, ils trouvaient ça extraordinaire et ça a été vraiment quelque chose de différent. Moi, j'ai un petit peu peur qu'on dise « Ah ben non, on ne le fera pas là », puis qu'on ne trouvera pas d'autre endroit pour le faire à Pointe-Saint-Charles. Ça fait que je considérerais beaucoup, vraiment, je ferai un effort pour considérer cet espace-là. En parlant de parcs pour enfants, quand je vois les parcs pour enfants qui sont autour du YMCA pour le CPE, ils sont gardés comme il y a des grillages tout autour, personne ne peut rentrer,
parce que dans les CPE, ils ont toujours la trouille qu'il arrive quelque chose aux gamins qu'ils ont sous leur... qui doivent garder en sécurité toute la journée. Quand je vois ce qu'on fait dans le parc numéro 3 face au bâtiment 7, moi, je trouve qu'on prend beaucoup d'espace pour faire un jardin pour enfants, alors qu'il y en a un pas très loin, une rue plus loin. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai aucune idée. Là, moi, je ne veux pas parler pour le CPE, mais je voudrais bien être sûre que les enfants soient bien protégés, les enfants du CPE, parce qu'ils vont passer leur temps sur le stress, là, à surveiller tout le monde, et puis il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'échappe. Là. Il y aura 80 gamins là-dedans. Alors, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop grand et pas assez protégé à mon goût? Je me trompe peut-être, là. Ils ont peut-être changé aussi les façons de faire. Mais, donc, Mme Alexandrov, votre question, c'est juste peut-être qu'on répète un peu les mesures qui entourent le site où il y a le parc? C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on répète bêtement, je veux m'assurer qu'on ne fasse pas un grand parc, puis tout d'un coup, le CPE disent, ben non, il nous faut telle grandeur d'espace, puis il faut qu'il soit barricadé, parce qu'on aura l'air fin avec notre grand parc pour enfants, là. Il y en a un sur au coin de Charon puis Sainte-Madeleine, Okay. Un parc pour enfants. OK. Madame Alexandrov, si vous me permettez, vous venez de faire déjà 2 commentaires. Il y a déjà beaucoup de gens qui veulent parler. Est-ce que je peux vous demander de revenir un peu plus tard? Ah, ben si vous me reprenez, je veux bien. Ben, vous relèverez la main puis je vais vous ramener à l'écran. Il n'y a pas de problème. Parfait. Merci beaucoup. Je donnerai maintenant la parole à Sophie Thibault. Je ne sais pas si Gabriel, on peut amener au moins ouvrir le son. On vous écoute. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonsoir à tous. Je suis résidente du secteur. Ça me fait plaisir de participer à la séance. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très riche d'informations. Puis c'était très beau aussi quand on regarde les illustrations. Alors, j'ai 3 questions, s'il vous plaît. Comme c'est vraiment très vert, là, ce qu'on nous propose, je voudrais savoir concrètement, c'est quoi le nombre d'arbres qui sont prévus être plantés? Puis, j'aimerais ça, s'il vous plaît, que vous reveniez sur les échéanciers, parce que je comprends, Monsieur Dupré, vous nous avez dit que tout n'est pas canné, là, puis je le sais bien, là, mais tu sais, concrètement, quand est-ce que l'arrondissement pense qu'on pourrait finaliser l'ensemble des travaux reliés aussi au développement immobilier du secteur? Mais tu sais, concrètement, on pense à un horizon de combien d'années? Puis, ma dernière question, c'est relié au lot pour l'agriculture urbaine. Là, ce que vous nous avez présenté, il n'y a pas de clôture, là, c'est free for all. Puis actuellement, ça fonctionne parce qu'il n'y a personne autour, là. Mais comment ça va se passer concrètement, là? Qui c'est qui va gérer ce secteur-là? Le lot, évidemment, appartient à la ville, mais comment ça va se passer, en fait, pour qu'on puisse assurer une production en agriculture urbaine? C'est quoi? Où est-ce qu'on en est rendu, en fait, pour l'utilisation et la gestion de ce lot-là? Donc, merci de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, François, un aperçu du nombre d'arbres dans la planification présentée. Est-ce qu'on s'avance là-dessus ou non? Mais ça aurait vraiment été facile de le faire, là, de le trouver, parce qu'avec le modèle, on aurait pu toutes les sélectionner. Mais non, je ne peux pas répondre. Mais c'est une bonne question. On va pouvoir, on peut trouver la réponse. Je ne sais pas si on peut la communiquer plus tard, là, mais... Okay. Ben, c'est sûr qu'on mise le maximum. Là, donc, on pourrait peut-être revenir avec un ordre de grandeur. OK. Jean-Baptiste, peut-être rappeler les étapes du côté de la ville arrondissement? Oui, ben, en fait, la question, dans le fond, c'était vraiment de voir d'ici combien d'années l'ensemble des aménagements pouvaient être réalisés. Donc, ben, comme je le disais tout à l'heure, il y a des enjeux de coordination dans la mesure où il y a beaucoup de travaux. Il y aura notamment des travaux d'infrastructure avec le prolongement des rues. Il y a des normes à respecter en termes de distance entre 2 chantiers, etc. Mais toujours est-il que avec les différents paramètres, que ce soit budgétaires et autres, et de travaux qu'on a, dans le meilleur des cas, on viserait d'avoir complété l'ensemble des aménagements d'ici 3-4 ans minimum. Merci, Jean-Baptiste. Côté encadrement, agriculture urbaine, est-ce que c'est Marc-André qui répondrait à ça ou?
À votre convenance de filmer. Bonjour, Mme Thébault. C'est une excellente question. On a eu la chance de faire quelques rencontres, notamment avec le groupe en fait, qui porte un peu le projet. Ça reste encore, donc on est encore en avant-projet préliminaire. Hein. Donc vraiment, en théorie, là, ce n'est que les grandes vocations des sites qui sont retenues sur les plans. La question, effectivement, de l'utilisation fine de ce site-là, comment on va pallier le projet d'une agriculture quand même assez forte. Je dirais, l'idée, là, c'est que ce soit assez intensif qu'on produise versus toute l'interface du domaine public. Cet élément-là n'est pas encore résolu, bien honnêtement. On est persuadé qu'on va trouver le point d'équilibre où le projet va avoir les conditions pour pouvoir se réaliser correctement et pour pouvoir utiliser à la satisfaction du groupe ce site-là, mais aussi en intégrant des éléments qui vont nous permettre de faire, comment je pourrais dire ça, de faire cohabiter cet équipement-là avec toute l'interface publique de la rue Sainte-Madeleine. Merci, M. Hernandez. Donc, je vais maintenant demander à Véronique Houle. Je ne sais pas si vous voulez vous ouvrir votre caméra ou non, mais vous pouvez accepter pour ouvrir votre micro. Oui, je vais juste ouvrir mon micro. Parfait. Désolée, mon Internet est instable. C'est correct. Oui, alors moi, je suis chargée de projet au développement des aménagements extérieurs au bâtiment 7. Et puis, mon intervention là, est en continuité avec ce que M. Hernandez vient de discuter. En fait, c'est davantage là, sur le lot 5. Donc, on parlait tantôt d'un groupe, c'est le collectif Fermet. C'est un groupe qui est composé de la CDC, Action Gardien, du Club populaire des consommateurs, puis du 7 à nous. Puis, dans le fond, merci là, pour la présentation. Là, nous, ce qu'on voulait ramener, c'est ça, c'est vraiment depuis 2009 qu'il y a une mobilisation, des discussions, des représentations là, qui sont faites en lien avec ce lot-là. Hein. Donc, on est très heureux là, que la ville puisse acquérir ce lot-là pour des fins d'agriculture urbaine. Et puis, c'est ça, en fait, je voulais mentionner qu'il y avait présentement des discussions entre la Fermette puis l'arrondissement pour finaliser, c'est ça, toute la conception de ce lot-là, les modalités de gestion. Et puis, voilà, on fait l'idée d'avoir un jardin maraîcher, plus de production, mais c'est vraiment pour, dans l'objectif de s'alimenter là, localement, puis de répondre aux besoins en sécurité alimentaire dans le quartier. Puis aussi, on aimerait mentionner qu'il existe déjà des jardins autonomes qui sont sur terrain du B7, il y a des plantations en bac avec des volets éducatifs aussi, là, ce qui a été amené dans la présentation là, par M. Rioux. Donc, puis il y a déjà 2000 pieds carrés de jardins autonomes là, qui sont existants là, dans la pointe. Donc voilà. Merci. Merci, Mme Houle. Donc, je comprends que c'était surtout un commentaire. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des gens qui hochent la tête, c'est bien noté. Donc, ensuite, j'essaie de voir en parallèle dans le clavardage. Gênez-vous pas là, si jamais vous voulez poser des questions. OK, je vais aller dans le clavardage, justement. Carlen T nous dit « Le lot 22 est très isolé. Comment va-t-on assurer la sécurité le soir s'il est dédié aux ados? » Donc, question de sécurité sur le lot 22, probablement pour François. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de préliminaire là-dessus ou… C'est-à-dire que c'est ce qu'on cherche à faire justement en créant des percées visuelles vers l'espace pour faire en sorte qu'on soit vu et qu'on voit et qu'on soit vu. C'est pour ça qu'on a proposé de transformer un peu le talus. Le talus, c'est quand même une condition obligatoire du site parce que ça fait partie du projet de réhabilitation des sols. Là. Donc, c'est un peu en termes d'aménagement, il y a l'éclairage, puis il y a la visibilité. La visibilité, c'est très important. On a quand même des résidences autour. Il y a quand même une certaine surveillance qui peut se faire, mais au-delà de ça, en termes d'aménagement, je voudrais c'est éclairage et visibilité.
activités qui sont les meilleures solutions, là. Merci, François. Donc, maintenant, on passe la parole à Lise Ferland. Oui, Mme Ferland est là. Je suis là, vous nous avez dit de ne pas trop poser de questions. Là, moi, j'ai plein de questions suite à votre présentation. Non, en fait, je vous dis juste peut-être en poser une ou deux, puis on reviendra ensuite. Oui. C'est ça, je vais aller noter, puis je prendrai un autre tour. Je vais commencer par le lot 2, qui était au début de la présentation, là, puis qui, en principe, comme Jean-Baptiste l'a dit, serait peut-être dans les premiers où on va commencer des travaux. Je suis un peu surprise de la façon dont la notion de l'agora puis de la place publique est présentée. J'avais plutôt l'impression que ce qui avait été mentionné par les gens lors de la consultation, c'est qu'on voyait comme plus l'espace pour faire les activités comme au niveau du sol, et que le dénivelé entre le sol et le trottoir du B7 servirait comme de gradin naturel parce que ce serait des grands escaliers ou ça pourrait être des grands escaliers, ce qui fait que les activités ne sont pas en haut, mais sont plutôt en bas. Donc, je me demande qu'est-ce qui amène ça? Puis je vais peut-être tout poser mes questions sur le lot 2 parce qu'après ça, si M. Rioux répond, il me parlera du grand concept. L'autre affaire que je me questionne, c'est, je ne suis pas contre les arbres, loin de là, puis je ne sais pas les sortes d'arbres que vous prévoyez, c'est quoi la vitesse à laquelle vous pensez qu'ils vont grandir, mais quand je voyais le dessin, j'avais l'impression qu'il y en avait vraiment beaucoup, puis je me demande comment on entrevoit la question de la visibilité entre la rue et le bâtiment 7. Parce que s'il y a un écran d'arbre, ça peut avoir un effet un peu négatif là, au niveau de la perméabilité entre le bâtiment puis la rue, puis l'accessibilité, puis le sentiment de sécurité. Et puis ma dernière question sur le lot 2, mais c'est sur la question de l'accessibilité universelle. Actuellement, à cause des dénivelés, les deux seuls points d'accès en accessibilité universelle pour arriver au bâtiment sont l'accès qui est par le lot 2 et l'accès qui est complètement à l'autre bout quand la rue Sainte-Madeleine atteint le même niveau que le bâtiment 7. Le reste, on est toujours dans des pentes. Puis, actuellement, le chemin se fait par le lot 2A entre la rue Lebert et le bâtiment. Puis là, vous avez fait quelque chose d'un peu plus cute, là, parce que c'est en serpentin, mais on va faire quoi l'hiver avec ça? Je dis, comment vous avez pensé que ça va se gérer l'hiver? Là, parce que l'accessibilité universelle passe par la place publique nécessairement, si j'ai bien compris les dessins. Puis je ne sais pas qui c'est qui va se promener avec sa pelle et qui va venir nous arranger ça. J'ai des petits doutes. Fait que expliquez-moi comment vous avez pensé que ça fonctionnerait. François, tes réflexions sur les 3 questions par rapport au lot 2? OK. Première question, c'était sur la question de l'agora, bon, il y a plusieurs éléments là-dedans, puis en même temps, j'aimerais dire que, comme on l'a dit plusieurs fois, là, c'est pas complètement définitif, là, mais il y a plusieurs éléments qui nous ont amenés à faire ça. Premièrement, je vous en nommerai quelques-uns, puis je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que je ne veux pas, mais la ruelle bleue, tu sais, si on continue la ruelle bleu-verte, là, tout droit, puis elle arrive au fond à proximité de la terrasse, bien, on ne pourrait pas faire des gradins qui tournent, hein, parce qu'on viendrait bloquer l'accès de la ruelle bleu-verte, qui est quand même notre accès général sur l'ensemble. Maintenant, l'autre élément aussi, c'est que si la terrasse du B7 reçoit des activités où on sert de l'alcool, on sait qu'il y a une brasserie qui est là, la réalité, c'est que la terrasse devra être clôturée. Hein, là, dans nos dessins, on n'a pas montré ça là, parce que, tu sais, on ne va pas commencer à dessiner, mais la réalité, c'est qu'il faut fermer l'espace où il y a de l'alcool qui est servi. Ce qui fait que si on avait fait des gradins directement en connexion sur la terrasse, bien, au fond, ça ne mènerait pas nécessairement à la terrasse parce qu'il faudrait faire quand même une communication qui est détournée. Bon, mais donc, il y a plusieurs éléments pour la terrasse, mais comme je vous dis, c'est un concept. Pour nous, ça reste quand même une forme de gradin. C'est des gradins élargis, si on veut. Il
qui auraient pu être plus courts, puis ça aurait été plus sous la forme d'agora, là. Mais là, on les a fait un peu plus grands parce qu'on s'est dit peut-être que ça peut devenir intéressant d'avoir un lieu comme scène, si c'est un petit événement. Peut-être ce plateau-là peut devenir quelque chose d'intéressant comme scène. Mais pour nous, c'était vraiment comme la flexibilité de tenir différents. Pour nous, ça pouvait être des événements qui sont dans la place et des événements qui auraient pu être sur le plateau. Mais donc, je ne sais pas si c'est un. Si ça, je pense, par exemple, au dessin que Marc Dubuc avait fait. Je ne sais pas, dans les premiers dessins, il avait fait des emmarchements tout au long entre la terrasse et les espaces paysagers là, de parc. Vous vous souvenez, là? C'était vraiment des emmarchements tout le tour. Mais le choix de l'option de la ruelle bleue verte, peut-être qu'elle a été choisie avec des accès par escalier à certains endroits, ça crée vraiment une approche différente. Comme la terrasse devient vraiment comme un peu un balcon, d'une certaine façon, sur l'espace, plutôt qu'un emmarchement. Donc, comment je dirais, c'est sûr qu'il y a d'autres, on comprend, là, on a compris qu'il y a un questionnement là-dessus. Certainement, dans la prochaine étape, il va y avoir un travail de démonstration, là, si on veut, peut-être même pour montrer quel est l'impact d'une solution par rapport à une autre, pour vraiment peut-être mieux le démontrer, là, pour qu'on le voit, là, quel avantage une option a par rapport à l'autre. Mais donc, pour l'instant, dans un contexte d'un événement comme ce soir, là, ce serait mes éléments de réponse. Beaucoup d'arbres, ben là, ça, encore une fois, il faut faire attention là, parce que, comme je l'ai dit, on a été généreux en représentation, en illustration. On a voulu montrer des choses réalistes, mais la réalité n'est pas tout à fait ce qu'on voit non plus, là, parce que les arbres, bon, c'est pas nécessairement les arbres des mêmes essences qu'on va planter. Puis des fois, les représentations 3D comme ça peuvent montrer une densité plus grande que la réalité, là. Et c'est certain qu'on veut de la rue voir l'espace. Hein? Si ce n'est pas l'intention de faire quelque chose qui soit tellement végétalisé qu'on ne voit pas à travers là, la bordure. Puis la question du niveau aussi de ces banquettes de plantation-là, c'est des choses qu'on pourrait étudier plus en détail là, hein, pour vraiment ajuster ces choses-là. Là. Comme je vous dis, on a voulu montrer des choses qui permettent aux gens de saisir un peu, mais tout n'est pas réglé là-dedans. Il y a beaucoup de choses, nous aussi, qu'on regarde pour dire mais ça devrait être moins haut. C'est pas nécessairement quelque chose qui est fini, mais c'est certain que c'est une préoccupation. On ne veut pas reproduire le soir vigé. C'est fondamental là, que de la rue, on voit à l'intérieur de l'espace. Donc, peut-être les illustrations montraient quelque chose de peut-être un petit peu trop massif là, comme végétalisation, mais c'est clair que l'accès visuel est important. L'autre, accessibilité universelle, oui, c'est ça, mais effectivement, là, à ce moment, on a deux accès de part et d'autre qui sont loin pour l'accessibilité universelle. Comme je mentionnais, monter une rampe qui va jusqu'à la terrasse, ça va créer une coupure, si on veut, dans l'espace. Donc, nous, mettons que, par exemple, on aurait pris une rampe qui aurait monté en diagonale sur le coin de la rue, qui aurait monté jusqu'au B7, bien, de part et d'autre, on aurait eu deux espaces. Donc, c'est vrai que nous, on a préféré la mettre de côté justement pour créer un L, que la place se développe sur un L, puis faire un lien avec tous les autres espaces. Mais le déneigement, je vous dirais, le déneigement, ça, c'est une grande question parce que à Montréal, il y a très peu d'espaces verts qui sont déneigés. Hein. Même la place d'Armes n'est pas déneigée. Puis ce qu'on fait, normalement, quand on fait du déneigement, c'est qu'on va déterminer des corridors de déneigement. On va vraiment, l'hiver, là, on va marquer l'espace avec des petits poteaux, là, puis on va déterminer que... Mais dans notre cas, on est obligé de le faire parce que on est aussi dans une situation de passage, hein, des accès à des bâtiments, que ce soit le lot 13 ou la ruelle verte, ce sont tous des espaces qui vont devoir être déneigés. Donc, il va falloir déterminer des corridors de déneigement
pour pouvoir choisir les meilleurs chemins d'accès, là. Mais c'est certain que l'ensemble de l'espace ne sera pas déneigé. Enfin, moi, je ne parle pas pour l'arrondissement, là, mais peut-être les gens mais si je me fie à l'expérience que j'ai des places montréalaises, là, c'est quand même assez rare qu'on déneige tous les espaces. On va vraiment déterminer un corridor précis de déneigement pour l'accessibilité aux bâtiments. François, si tu permets, peut-être qu'on pourrait demander à Marc Lavoie, aux travaux publics, de nous dire comment il procède dans le déneigement justement d'espaces comme ça. Merci, Mme Ferland. C'est une très bonne question. Et puis, sachez que la semaine dernière, on s'est rencontrés, tous les intervenants de l'arrondissement, pour justement discuter de cette question-là. Et puis, comme M. Rioux disait, l'accessibilité universitaire, c'est une priorité à Montréal, c'en est une à l'arrondissement également. Et si on prend exemple pour la rampe, c'est sûr que la rampe va être déneigée et les accès aux bâtiments vont l'être aussi. Il est vrai que nous ne déneigerons pas tout, mais il va y avoir des corridors. Et puis, tout n'est pas décidé encore. Vous l'avez vu, les plans sont quand même exhaustifs. On a beaucoup de choses. On ne sait même pas ce que les arbres ils vont être tous plantés, mais il va y avoir des corridors dédiés. Et puis, on prend ça très, très au sérieux que l'important, c'est que les gens soient capables d'accéder au bâtiment de façon sécuritaire. Merci, M. Lavoie. Donc, Mme Ferland, je vous invite peut-être à revenir pour d'autres questions. Virginie Gauvin nous demande est-ce que le talus acoustique, effectivement, sera bien aménagé par le groupe MAC? Et est-ce que c'est aussi le groupe MAC pour le lot 22 qui va aménager la promenade qu'on voit sur les plans? Donc, il disait aussi que la promenade amènerait peut-être plus de gens, donc sur le lot 22, donc un sentiment de sécurité plus accru. Est-ce qu'on peut confirmer que c'est bien MAC qui fait le talus et la promenade sur les plans? Jean-Baptiste? Vous confirmez qu'effectivement, le talus acoustique n'est pas un terrain de la ville. Il va être aménagé par le groupe MAC. L'aménagement d'un sentier également est prévu dans l'accord de développement qui a été révisé au début de l'année 2021. Donc, ça, je vous le confirme. Par contre, concernant le lot 22, ce sera vraiment un aménagement qui sera réalisé par la ville. Ce terrain va être cédé à titre au fin de parc à la ville lors de l'opération cadastrale prochainement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Maintenant, je demanderai à Cédric Glorioso de Raiche. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup apprécié la présentation faite par M. Rioux. J'ai beaucoup apprécié également la lecture du rapport de consultation qui a été rédigé par vous, les consultants qui ont été embauchés pour cette consultation. Donc, je l'ai trouvé très fidèle à ce qui a été exprimé par les résidents du quartier sur l'aménagement de ces parcs-là. Et c'est là-dessus que vient mon intérêt de pouvoir s'assurer que l'expression citoyenne est vraiment valorisée, vraiment prise en compte dans l'aménagement de ces terrains-là. Et j'aimerais revenir sur le lot 22 parce que le parc Aventure, c'est quand même un projet, un concept qui est réfléchi, qui est développé par un comité de parents, qui est mobilisé depuis un certain nombre d'années maintenant, je pense depuis 2017, ils se sont regroupés, ils ont réfléchi à une idée, ils ont présenté une documentation structurée sur des concepts internationaux pour voir comment est-ce que ça se développe comme projet. Il y a eu des rencontres avec les élus, avec M. Vaillancourt, d'ailleurs, en 2017. Il y a eu une grosse participation lors des consultations sur le plan directeur des parcs espaces verts en 2018, où ça a été vraiment le élément chéri qui a été présenté par la table de Pointe-Saint-Charles. Je me souviens, on était divisé par quartier. Puis à Pointe-Saint-Charles, on s'était dit, c'est ce parc-là qu'on veut à Pointe-Saint-Charles, le parc Aventure. Malheureusement, il n'a pas été pris en considération, puis il n'a pas été intégré au plan directeur des parcs espaces verts, donc il n'a pas été séquencé dans aucun des parcs du secteur, ni dans le parc sur les antennes du CN, comme ça avait été demandé à ce moment-là. Fait que c'est ces petits moments-là où on se dit, il réfléchit de longue date, mais Jean-Baptiste, je t'entends, tu me dis, bon, mais l'information est nouvelle, I beg to differ dans ces situations-là. Puis je veux dire, je suis aussi très rassuré par les propos de M. Deray qui me dit, oui, mais il y a un travail à faire avec les services, puis les élus ont des orientations qu'on va venir peaufiner le travail, puis j'entends, je trouve que c'est excellent de pouvoir réfléchir comme ça. Et de là vient mon intérêt de pouvoir s'assurer que ces préoccupations-là soient prises en compte par les élus et par les services de l'arrondissement. Je pense qu'à l'Action Gardien, au bâtiment 7, dans la communauté de Pointe-Saint-Charles, on a très bien démontré notre capacité de mobilisation citoyenne, notre capacité de conscientisation, de développement de propositions et de développement de solutions d'aménagement urbain qui viennent répondre aux besoins exprimés, aux préoccupations exprimées par les gens du quartier. Puis je pense que c'est cet élément-là qu'on va devoir mettre un petit peu plus d'énergie dans les prochaines semaines, les prochains mois pour essayer de vraiment
mettre en phase les préoccupations qui ont été exprimées par les citoyens, notamment sur le lot 22, mais également sur d'autres lots, sur les enceintes industrielles, puis ce qui va vraiment être aménagé de façon définitive. Puis, ce soir, juste dans la conception de comment on voit les choses, c'est une séance d'information. Ce n'est pas un atelier de validation ou de voir si on est d'accord ou non avec le plan. On présente l'information, puis on reçoit des commentaires. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire avec ces commentaires-là? Ce n'est pas nécessairement précisé. Du moins, j'ai peut-être mal compris. Fait que je pense que ce que j'aimerais proposer ce soir, puis j'aimerais peut-être avoir un engagement de la part des élus des services de M. Doré, c'est est-ce qu'on peut mettre en place un mécanisme de suivi direct avec la population, avec la communauté qui est engagée sur ce secteur-là depuis plusieurs années maintenant pour essayer de voir, bien oui, c'est bon, on a un bon plan qui a été présenté par M. Rioux, une bonne présentation sur l'ensemble des lots, mais il y a peut-être des petits ajustements qui sont encore importants qu'il faut ficeler avant d'attacher le tout puis entrer dans l'avant-projet définitif. Puis c'est ce petit lien-là qui est peut-être manquant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement d'autres activités consultatives qui sont prévues jusqu'à ce moment-là. Et j'aurais peur que tout ce travail-là soit évacué et un peu travaillé à l'interne par les services de l'arrondissement sans faire le lien avec la population. Fait que j'aimerais voir si on pouvait s'engager de ce soir à mettre sur pied ce mécanisme de suivi-là avec la communauté, incluant des acteurs comme Action Gardien, le Bâtiment 7, d'autres groupes communautaires du quartier, les comités de parents pour le lot 22, etc. D'ailleurs, le groupe Facebook pour un parc aventure à Pointe-Saint-Charles compte 231 membres à Pointe-Saint-Charles. Donc, assez important comme validation citoyenne de dire que c'est un projet qui tient à cœur les résidents du quartier. Donc, voilà, merci. Okay. Donc, on voit que le lot 22 versus Parc Aventure amène les passions. Je pense que M. Doré, justement, veut réagir. Tout à fait, merci beaucoup. Cédric, j'avais levé la main un petit peu plus tôt que le moment où tu nous interpellais davantage directement. Je commencerai par le premier point, puis après ça, je prendrai un engagement. Tu mentionnais tout à l'heure le fait qu'effectivement, validé par la population, etc., tant mieux si le maire avait ramené... en fait, tu rappelais dans le fond ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux juste être très clair. Pour nous, le rôle des élus, c'est effectivement de prendre des décisions, de les valider, de questionner en fait les différents professionnels, de regarder la balance des inconvénients, de prendre en compte en fait beaucoup d'éléments de tout ça pour nous aider à prendre la meilleure des décisions puis de faire la meilleure planification. Donc, quand on vient valider un certain nombre de choses, lorsqu'on vient prendre le pouls, lorsqu'on vient faire critiquer différents plans, etc., moi, je pense que les gens me connaissent depuis assez longtemps. Oui, on va vouloir questionner, etc., mais à un moment donné, on va vouloir prendre la meilleure des décisions. Parfois, ça veut dire faire des compromis. Parfois, ça veut dire faire changer des plans. Parfois, ça veut dire maintenir les concepts qui sont là. Donc, tout à l'heure, de mon intervention, je ne veux pas qu'on en comprenne que les élus vont aller absolument contredire tout ce qui a été donné jusqu'à maintenant, là. Mais on va nécessairement questionner. Moi, il y a des éléments que je trouve que les professionnels nous donnent comme éléments de réflexion qui sont tout à fait corrects. Il y en a d'autres où je les rejoins un peu moins. Et en ce moment, en parallèle, on est tous en virtuel, fait qu'on est sur nos téléphones. Puis, entre élus, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes préoccupations par rapport à ce que nous disent les professionnels. Alors, parfois, il y a d'autres élus qui disent « Moi, là-dessus, je trouve que les gestionnaires, ça a du sens dans ce qu'ils nous disent. » Et pour d'autres, c'est d'autres éléments. Donc, déjà là, il va y avoir une bonne discussion entre élus là, avant d'avancer sur quoi que ce soit le parc aventure ou d'autres affaires. De la même manière qu'on entend bien les différents commentaires tout à l'heure, il y a une dame qui a écrit dans le chat sur les escaliers, l'accessibilité universelle. Après ça, Lise qui nous donne des éléments qui sont tout à fait aussi, qui nous rejoignent. Donc, ce soir-là, on prend ça, on regarde ce que ça donne et ça outille les élus pour aller prendre les meilleures décisions et de revenir ensuite à la population pour les expliquer puis voir ce qu'on va faire. Ce qui m'amène, avec cette longue réponse, à l'engagement que tu nous demandais, à savoir est-ce qu'on peut mettre en place un mécanisme dans lequel on viendrait faire une certaine validation, un certain retour, etc. J'en suis. Quelle forme est-ce qu'il peut prendre? On le regardera. Ça peut peut-être être un des sujets du prochain OPA. On est dû pour en faire une rencontre.
Alors, on regardera, mais oui, il y a un mécanisme. Mais en même temps, ce n'est pas non plus un droit de veto citoyen sur des projets non plus, là. Alors, il y a des choses sur lesquelles on va faire certains compromis, certains où on va peut-être pousser un peu plus loin certaines logiques d'aménagement. Puis parfois, ça va être de dire tout à fait oui. Puis sur d'autres affaires, de questionner une troisième shot. Alors oui, sur le mécanisme, là, qu'est-ce que ça va être concrètement? Je ne sais pas. On ne peut pas revenir à chaque fois en grand groupe, pas faire de la démocratie directe non plus en passant au vote à 50 personnes dans notre salon sur Zoom, mais on va revenir. Puis on entend bien la préoccupation du parc aventure. On l'entend bien, là. Et les trois élus sont là, puis il y a beaucoup de gens du cabinet aussi ce soir là, qui sont là, parce que ce n'est pas banal, là. Je veux dire, c'est des nouveaux parcs, on veut bien les faire, puis ils sont là pour des décennies. Alors, on veut prendre les meilleures décisions avec la topographie que ça donne aussi, hein. Les terrains, moi, je me suis rendu sur place là, la semaine passée ou il y a 2 semaines, puis aller voir de visu certaines affaires, c'est ça. Donc, voilà. Merci pour votre réponse, j'apprécie. Merci beaucoup, M. Doré. Merci beaucoup, M. Glorioso de Reich. Donc, on va passer ensuite à Jennifer Préfontaine. Je ne sais pas si vous voulez ouvrir votre micro à tout le moins. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'être ici et d'écouter cette belle présentation. En fait, c'est une sorte de commentaire qui vient apporter un complément à l'intervention de Véronique. Moi, je suis vraiment, à titre de citoyenne, impliquée sur ce qui est le lot numéro 5 pour les jardins autogérés. On a parlé du volet productif du jardin maraîcher, ce qui est très, très important. Mais aussi, je tiens à souligner l'importance que nous avons aussi un autre volet. C'est assez quand même complexe, la fermette. C'est un magnifique projet, mais il y a aussi le volet autogéré où c'est des personnes comme moi, des citoyens qui s'impliquent. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a un volet éducatif. On veut que tout le monde puisse s'impliquer et que cette partie du terrain où on partage aussi les récoltes. Donc, il y a le volet productif, mais il y a aussi un volet plus éducatif où les gens participent à cette production-là. Je ne sais pas si récemment vous êtes venu, en fait, sur le site. Peut-être ça sera à discuter, mais sur les plans, c'est peut-être interprété inversé, le volet productif versus le volet où le citoyen s'implique. Parce qu'il y a déjà des installations sur le terrain, alors ça serait peut-être intéressant d'avoir cette discussion-là à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que c'est un beau projet, mais aussi que il y a un volet citoyen puis le volet productif, la fermette avec les serres. C'est pas aussi monolithique, disons. Puis il y a déjà des rencontres pour structurer. On a beaucoup, beaucoup de discussions pour voir qu'est-ce qu'on aimerait accomplir. Alors, il y a plusieurs personnes impliquées, différents organismes, mais aussi des citoyens comme moi. Je ne suis pas la seule. Je suis peut-être la représentante ce soir. Il y en a peut-être d'autres dans l'assistance, mais tout ça pour dire que c'est vraiment un beau projet et merci d'avoir fait l'acquisition du lot 5 pour l'agriculture urbaine. Merci beaucoup du commentaire. Je comprends que dans votre commentaire, il y a peut-être une invitation à aller revisiter un petit peu pour bien comprendre les différentes possibilités du grand lot agriculture urbaine. Merci beaucoup, Mme Préfontaine. Je passerai maintenant la parole à Pierre-Olivier Parent. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Oui. Concernant les vues qu'on a vues au début de la rencontre, ma première question, ce serait de savoir, on estime que ça va avoir ce look-là dans combien de temps? Je parle spécifiquement des arbres qui, j'imagine, à leur plantation, n'auront pas déjà la belle couronne dont ils sont dotés. Donc, ça serait pour avoir un ordre d'idée. Les vues qu'on a là, si les travaux sont terminés dans 4 ans, on peut penser que les arbres ont l'air de ça dans 15, dans 20 ans, avoir cette idée. Puis là, en attendant,
le verdissement se soit déployé. Déjà, cette semaine, le site devant le bâtiment 7 a été clôturé. Il y a déjà, il doit y avoir 10, sinon une quinzaine d'arbres qui ont plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-ci pour s'assurer qu'ils ne soient pas tout bêtement coupés et qu'on puisse les conserver avec les services qu'ils offrent là, en ombrage puis en qualité là, pour les gens qui vivent sur le lieu? C'est ça ma question. OK. Donc, je comprends que la première question, c'est encore en fait la vitesse de croissance des arbres. À quel moment on va voir un peu ce qu'on voit sur les plans en réel? Et la deuxième question, c'est sur la question de conserver les arbres présents. Donc, est-ce que les arbres et comment seront-ils conservés? Donc, vitesse de croissance des arbres, François, avec les essences qui sont planifiées là? Mais disons que c'est sûr que des arbres, ça prend du temps là, à pousser, mais je pense qu'on est capable, dans ce cas-ci, de peut-être augmenter le calibre des arbres à l'origine. Dans un projet comme celui-là, c'est sûr qu'on veut mettre toutes les conditions les meilleures, là, comme on l'a mentionné, les fosses de plantation de grandes dimensions, mais peut-être aussi augmenter les calibres. On a commencé à étudier les coûts du projet, puis je pense qu'on pourrait se permettre de planter des arbres un peu plus gros. Moi, j'en ai fait plusieurs projets, Place d'Armes, par exemple. On a enlevé tous les arbres, puis on les a remplacés par des arbres de assez gros calibre. Et quand on va à Place d'Armes aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est des arbres qui ont une certaine maturité. Et ça fait, les aménagements ont été faits à peu près il y a 7 ans. Mais c'est certain que c'est pour ça aussi qu'on voulait faire varier les espèces, parce qu'il y a des espèces qui, évidemment, poussent plus vite que d'autres. Mais vous avez raison, là, je veux dire, on vous fait une représentation qui... moi, je pense qu'il y a aussi des stratégies où on peut faire évoluer, si on veut, les plantations, là, pour qu'au départ, on ne soit pas dans un espace qui est complètement... où on a des tout petits arbres, là, mais c'est certain que ce qu'on fait, c'est une représentation d'arbres à maturité. Hein. Mais c'est vrai qu'au départ, ben, ça va prendre quand même un certain temps. Là. Moi, je dirais 7 ou 8 ans avant qu'on sente un peu la présence là, des arbres en fonction des espèces. Merci, François. Pour ce qui est de la question des arbres existants, je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être Justine ou Jean-Baptiste qui pourrait répondre? Jean-Baptiste? Oui, je vais répondre. Donc, effectivement, la question de la conservation des arbres, c'est des éléments qu'on a regardés. François, on a parlé en début de présentation, on est sur un terrain industriel qui est très ancien. Donc, il y a une très forte contamination sur ce site. Donc, il y a des enjeux de réhabilitation de sol. Il y a eu des réflexions pour essayer de voir de quelle manière on pouvait préserver un certain nombre d'arbres. Parfois, le ministère nous a répondu que ce n'était pas possible à cause des taux de contamination, que ça impliquait de l'abattage des arbres justement pour réhabiliter les sols. Il y avait aussi des enjeux de délai. Il y a eu des enjeux un peu conjoncturels, je dirais, autour du bâtiment 7 notamment. Il y avait les enjeux de réhabilitation. Il y a eu un plan de réhabilitation qui a été approuvé par le ministère il y a déjà un certain nombre d'années, là, je pense 2013-2014, si j'ai bonne mémoire, qui a dû être révisé partiellement dernièrement. On souhaitait éventuellement l'évaluer. Malheureusement, donc, ça prenait énormément de temps sans qu'on ait moindrement l'assurance que ça puisse être accepté par le ministère. À côté de ça, on avait aussi des enjeux qui étaient liés à la réalisation de la ruelle bleu-vert, des enjeux de financement. Il y avait aussi des enjeux par rapport aux logements sociaux, etc. Donc, il y avait cette volonté quand même de pouvoir avoir une validation de la part du ministère, validation qui a pris beaucoup, beaucoup de temps pour tous ceux, notamment au niveau d'Action Gardien ou du bâtiment 7, qui ont été associés avec le projet de ruelle bleu-verte, sont au courant de ces démarches-là. Ça a pris énormément de temps de la part du ministère pour nous revenir. Donc, malheureusement, donc, les arbres ne peuvent pas être conservés, mais c'est quand même quelque chose qui a été évalué par nous. On aurait souhaité pouvoir les conserver. Merci, Jean-Baptiste. Donc, on poursuit avec Jocelyne Bernier.
Oui, bonsoir. Merci Bonjour. d'abord pour la présentation. C'est intéressant. J'avais mis ma main, je l'avais retirée parce que éventuellement, Lise avait répondu, je suis préoccupée de l'accessibilité, puis on est un pays d'hiver. Lise Ferland avait mentionné qu'il y a déjà une pente très longue qui va de la rue Lebert jusqu'à l'autre, pas l'extrémité de Sainte-Madeleine, mais l'autre extrémité du bâtiment 7, qui serait plus simple à déneiger que le zigzag, là. Je suis aussi préoccupée, il y a beaucoup d'escaliers dans le lot 22. On dirait que tout l'accès est à travers des escaliers. J'ai cru voir une pente un peu, puis je suis aussi préoccupée du lien entre le lot 22 et le talus. Même si c'est le groupe MAC, j'espère que l'arrondissement va avoir son mot à dire sur les aménagements. Alors, c'est un peu ça, mais je trouve qu'on n'a pas pensé beaucoup aux usages hivernaux. J'aurais aimé voir, peut-être que c'est prématuré, mais j'aurais aimé voir un peu plus d'illustrations. Je prends par exemple au Parc Lebert, il y a un carré de patinage. Puis, le petit rond pour le patin libre, il fait un peu dur sur le gazon. Est-ce que la place devant le bâtiment 7 l'hiver pourrait avoir un petit sentier de patin libre, des choses comme ça? Je lance l'idée, mais ce que je veux dire, c'est que les usages hivernaux, on ne les voit pas beaucoup. D'accord. Madame Bernier, je comprends aussi que c'était surtout des commentaires, des idées que vous lancez. Est-ce qu'il y avait une question bien précise ou c'était surtout des commentaires? C'est surtout des commentaires. C'est parfait. Je pense à moins que vous ayez des réponses sur les usages hivernaux. Je pense qu'on en a parlé un peu tantôt. Jean-Baptiste veut ajouter. Je n'ai pas tout à fait de commentaires sur les usages hivernaux. Cela dit, c'est plus par rapport aux autres commentaires que vous avez faits par rapport à l'accessibilité universelle. En premier lieu, la rampe qui existe actuellement vers le bâtiment 7, donc oui, il y a une rampe qui existe. Cela dit, celle-ci demeure quand même assez pentue. Ce qu'on vise, c'est d'avoir des pentes plus faibles, justement, pour améliorer l'accessibilité universelle. Parce que cette pente-là est au-delà, finalement, des critères qu'on a habituellement pour l'accessibilité universelle. Après, pour le lot 22, vous mentionniez que l'accès se faisait quasiment exclusivement par escalier. Dans le fond, il y a 2 accès universels qui sont déjà prévus et qui vont être aménagés, ne serait-ce que par le nivellement du terrain lorsqu'il va nous être livré, pour l'accessibilité universelle. Donc, il y en aurait 2. Il y en aurait un qui serait finalement au coin Charon et puis de la nouvelle rue qui sera à aménager. Puis il y en aura un autre qui se fera directement via le talus acoustique. Le talus acoustique aussi, donc finalement, le concept d'aménagement a déjà été arrêté. On a beaucoup discuté pendant plusieurs années avec le groupe MAC de son aménagement. Celui-ci avait d'ailleurs été annexé lorsque la ville a révisé l'accord de développement au début de l'année. Donc, c'est quelque chose qui peut être consulté par le public en suivant finalement le conseil, le PV du conseil du mois de janvier 2021. Donc, l'accessibilité universelle, vraiment pour le lot 22, est prévue, mais c'est vrai que le terrain est quand même très haut. Donc, ici, avec le concept qu'a proposé François, il s'agissait de multiplier les accès, les possibilités d'accès, mais il y a quand même 2 accès universels qui se font sur ce lot-là. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je pense que la prochaine question pourrait être pour toi aussi. Christine Perry nous demande comment avoir accès à l'info spécifique par rapport à la composition du terreau. Tantôt, on a parlé de terrain contaminé. Là, donc, la composition du terreau tel quel, est-ce qu'il y a des données qui existent, qui sont disponibles? Ces éléments-là vont nous être communiqués au moment de la réhabilitation des terrains. Donc, réhabilitation qui a commencé déjà la semaine dernière ou il y a 2 semaines peut-être. Mais c'est une information qui nous est transmise. Parfait. On demande aussi si les gens vont avoir accès au visuel de la présentation. Oui, vous allez avoir accès aussi à l'enregistrement de toute la présentation et j'imagine au jeu de diapos là, également sur le site web. J'irai, donc, merci Annick qui vient de partager dans le clavardage, justement. Encore une fois, il y a le lien web vers la page. Il nous reste un petit peu moins que 10 minutes. Madame Ferland, Lise Ferland, si c'était possible d'aller droit au but avec vos questions.
Comme ça, on pourrait vous laisser, on pourrait peut-être prendre 2 autres personnes. Oui, mais dans le fond, ça va être plus un commentaire qu'une question. Parce que j'ai entendu ce que M. Doré a dit, puis sur le fait que les allers-retours avec la communauté ne sont pas terminés, puis qu'on va trouver une façon de faire. Mais quand j'ai posé ma question tantôt sur le lot 2, M. François a expliqué, dans le fond, il m'a donné des éléments de perspective puis d'explication qui n'apparaissent pas à une première présentation comme on a eu ce soir. Puis là, tu sais, j'aurais des questions de détail sur le lot 3 puis le lot 4, mais j'ai l'impression que ce que ça prendrait, c'est qu'avec l'équipe du B7, ça prendrait une rencontre où il nous expliquerait la logique puis que les usages qu'on a, nous autres, au jour le jour, soient mieux compris pour qu'on puisse avoir un échange un peu plus pointu. Puis là, dans les processus de consultation depuis un certain nombre d'années, je veux dire, j'en ai fait plus qu'un là, avec l'arrondissement et tout ça, mais c'est sûr que, puis là, M. Doré, là, je ne veux pas avoir un droit de veto, là, pas tout, là, sur le veto citoyen, mais je me demande comment est-ce qu'on fait pour que les échanges tout au long du processus, il y ait des allers-retours où on arrive plus dans le concret. Fait que j'ai peut-être pas besoin d'une réponse maintenant, puis je vais laisser la parole aux autres. Mais il manque un petit bout là, pour qu'on sente qu'on peut avoir, sans un droit de veto, d'avoir une certaine prise quand le projet va continuer à se raffiner pour qu'on ajuste nos compréhensions mutuelles du vécu de ces espaces-là. Merci bien d'en prendre compte. Merci beaucoup, Mme Ferland. Je passerai maintenant la parole à Mme Natacha Alexandrov qui revient. Donc, Mme Alexandrov, si vous pouvez aller droit au but avec une question. Oh, il ne faut pas me dire ça à moi. Non? Surtout, non. Écoutez, ben, je vais aller droit au but. On a parlé du lot 5 beaucoup, mais on n'a pas été droit au but. Moi, le lot 5, là, je considère qu'on l'a toujours voulu pour de l'agriculture urbaine, pas pour des jardins collectifs. Il y a 2 personnes qui vous ont dit que sur les terrains du B7, il y avait déjà des jardins collectifs. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est d'enlever tous les petits machins là qui sont là pour la population, pour qu'ils viennent faire leurs petits trucs. On a plein de jardins collectifs à la pointe, on en a au B7. Alors, si vous voulez qu'on fasse de l'agriculture urbaine qui vaille la peine d'être appelée agriculture urbaine, qui va pouvoir être transformée dans les cuisines qu'on est en train de monter au B7, ben, il va falloir que ce terrain, qui est déjà pas tellement grand, je sais, on dit, oh mon Dieu, c'est pas vrai, le lot 5, c'est juste pour de l'agriculture urbaine, s'il vous plaît, qu'on le réserve vraiment à de l'agriculture urbaine. Un autre petit point, quand vous ferez des bancs, n'oubliez pas que les vieux, quand ils s'assoient là et qu'ils doivent se relever là, il faut qu'ils s'appuient sur quelque chose. Ça fait que mettez des accoudoirs aux bancs, s'il vous plaît, puis mettez des bancs assez hauts pour qu'on n'ait pas l'impression d'être cassé en deux quand on se relève. Ce sera tout pour le moment. Merci beaucoup, Mme Alexandrov. Il y a des gens qui ont pris les bonnes notes. Il nous reste 5 minutes. Je vois que M. Doré peut-être veut prendre la parole à nouveau, peut-être même pour conclure la rencontre, à moins qu'il y ait d'autres rencontres. C'était pour répondre à Natacha. C'est une longue histoire, hein, les anciens terrains du CN. Il y a peu de personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont capables justement de garder le fil des différents engagements. Alors, la semaine passée, là, j'ai pu mentionner effectivement pourquoi on s'était engagé à acheter dans un deuxième temps, donc de façon distincte, le lot 5, pourquoi on avait fait, pourquoi on a pris l'engagement et qu'on l'a réalisé. Là, je me souviens, c'était une des premières affaires en 2017. Donc, en 2017, suite à la victoire là, de novembre, où justement, on est allé dire qu'on acquérait le lot 5. Alors, j'entends bien le commentaire, Natacha. Puis, c'est des commentaires qui vont cheminer. Là. Donc, moi, je crois fortement que le lot 5 doit être très contributif à la communauté. Donc, tu sais, on va raffiner le modèle
pour le lot 5. Il y a encore beaucoup de travail à définir sur le lot 5 en tant que tel. Donc, pour moi, là, on n'est pas dans quelques bacs pour faire de l'agriculture urbaine. On est vraiment dans quelque chose où on vise davantage une réelle production. Donc, on va pouvoir faire le suivi de cette affaire-là sans problème. Merci, M. Doré. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont offert de l'aide dans le chat au sujet d'expliquer c'est quoi un parc aventure, d'inviter les gens à venir participer à des 5 jardins collectifs qui est déjà dans la pointe. Quelqu'un qui demande que la ruelle bleue-verte soit un petit peu plus verte que grise pavée. Donc, en fait, il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Je ne vois plus de questions. Donc, je pense qu'on va mettre fin à la rencontre en vous rappelant que l'enregistrement devrait être disponible sur le site web qu'on a partagé le lien fréquemment dans le clavardage, donc la semaine prochaine. Ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez pu poser toutes vos questions. On prend bonne note du chat, on va sauvegarder tout ça. Et moi, je vous remercie et je vous dis bonne semaine. Merci beaucoup d'avoir participé en grand nombre et bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci. Merci. Bye. Merci beaucoup, bonne soirée. Tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.